présentation suivante. Donc vous avez la première diapositive à l'écran sur la résistance au strongle qui va vous être présentée donc, par Virginie Clément et Pierre Martin de Capgène et de l'Institut de l'élevage. Merci à vous. Ouais, alors depuis plusieurs années, on est sollicité pour se dire est-ce que la génétique peut répondre à la résistance au strongle. Alors une des difficultés qu'on avait, c'était comment on mesure cette résistance aux nématodes gastro-intestinaux. Donc on a deux notions, hein, la notion de résistance et la notion de résilience. À chaque fois, on va jongler entre les deux. La résistance, c'est la capacité de la chèvre à réduire le nombre de parasites qui la colonisent. Donc en gros, on compte les œufs dans les fesses hein, lors d'une copro. Puis il y a des notions de résilience, qui est la capacité de la chèvre à maintenir ses constantes biologiques et son niveau de production malgré l'infestation. Et là, on va regarder plutôt un hématocrite sanguin. Donc quand on parle de résistance au strongle, en génétique, on va s'être intéressé à ces deux notions. Et puis, un des strongles qui est, tout le moins, le ver hématophage qu'on connaît plutôt pas mal, c'est Hemoncus contortus, et ça va être notre modèle d'étude. Alors, il y a plein de résultats en ovin. Par contre, il n'y avait pas grand-chose en caprin il y a 3-4 ans. Par contre, les ovins étaient beaucoup plus avancés que nous, et ce qu'ils ont démontré par beaucoup de publications, hein, c'est que c'est pas un caractère en fait où c'est un gène qui contrôle la résistance au strongle, mais c'est plusieurs gènes et des mécanismes biologiques associés à la résistance qui sont nombreux, différents. Donc faut pas attendre une réponse binaire oui/non, mais plutôt une réponse un peu plus complexe. En ovin, tout ce qui a été démontré, c'est que les races locales étaient plus résistantes, que quand on commence à mesurer cette résistance au strongle, on est sur des héritabilités de 0,2 à 0,3 en fonction des publis, des dispositifs expérimentaux mis en place, et qu'il y a une énorme variabilité génétique. Donc ça nous intéresse, parce que quand un caractère est très variable, ça veut dire que sélectionner vraiment les meilleurs permet de faire tout de suite du progrès. Quand le caractère il est peu variable, je vous prends l'exemple des taux. Hein. Les taux, c'est très héritable, mais le TP, il est 2 fois moins variable que le TB. Donc, pour faire du progrès génétique sur le taux protéique, il faut que je mette plus de poids dans l'objectif de sélection. Parce que quand je repère vraiment les meilleurs animaux de la race, ils sont 2 points, 3 points au-dessus de la moyenne de la race. Alors que quand je repère les meilleurs animaux de la race sur le taux butyreux, ils sont 5-6 points au-dessus de la moyenne de la race. Donc, vous voyez qu'on fait des différences. Un truc qu'on aime bien, c'est qu'il y a peu de relation entre la résistance au strongle et puis la production laitière et la repro. Donc, ça fait que normalement, notre sélection, elle n'a pas fait trop de cata par rapport à ça et on pourra sélectionner demain. Alors, en caprin, ceux qui s'en sont emparés les premiers, c'est l'INRAE sur la chèvre créole. En fait, ils ont créé des lignées divergentes sur la chèvre créole et puis ils ont identifié des zones du génome ayant un effet fort sur cette résistance au parasitisme. C'est ce qu'on appelle des QTL. Ils en ont trouvé une dizaine. Alors, on n'avait pas encore les outils génomiques, ils sont passés par des approches un peu plus anciennes, mais ça a été un gros travail de mener sur la chèvre créole. Et à la fois, on combine la génétique ou la sélection et puis les pratiques d'élevage, mais ça aujourd'hui, les travaux sur l'amélioration des pratiques d'élevage, notamment avec l'INRA et l'Institut de l'élevage dans le cadre des réseaux fourrage, est bien travaillé. Alors, une des difficultés qu'on a, c'est que la sélection à partir de QTL, donc de zones du génome ayant un gros effet sur une race, le transfert entre races, il n'est pas facile, quoi. Donc finalement, ces travaux-là, ils nous aident, mais on ne peut pas les transposer de la chèvre créole à la chèvre alpine, sanaine, poitevine ou pyrénéenne. C'est une vraie difficulté. Après, il y a les Suisses qui ont pas mal travaillé. Le FIBEL, qui est un organisme de recherche suisse plutôt axé agriculture biologique, a beaucoup travaillé sur les strongles. Et en gros, ils avaient 20 élevages pâturants et 1585 chèvres qui étaient suivis en contrôle de performance avec des prélèvements copro. 2 copros, une en été, une en automne. Donc il y a de l'alpine et de la sanaine,
et il y avait une vermifugation systématique après la première mesure. Et ils ont mesuré l'héritabilité du caractère et le lien avec la production laitière. Et leur conclusion, c'est que il y avait des strongles dans toutes les exploitations. Et l'hérédité du caractère, donc ils ont mesuré ça sur l'excrétion d'œufs dans les fesses, donc plutôt les caractères de résistance. Ils étaient à une héritabilité de 0,1, ce qui est relativement faible. Alors pourquoi parce qu'il n'y a pas de contrôle de l'infestation. On ne sait pas le niveau de l'infestation sur la pâture, les pratiques d'élevage, et puis quand est-ce que les animaux étaient réellement infestés. On est en milieu naturel. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il confirme que la corrélation entre la production laitière et l'excrétion d'œufs, il est faible, donc comme en ovin. Et ils arrivaient à la conclusion que sélectionner, c'est possible, mais le progrès génétique, il sera super long. Donc ça nous plaît bien, mais c'était pas complètement suffisant. Et il y a eu des travaux en ovin laitier qui sont à l'origine des travaux qu'on a menés. Ils ont travaillé vraiment sur la mesure de l'héritabilité du caractère. Donc comment on arrive à améliorer le dispositif pour mesurer la résistance et la résilience. Et ils se sont dit, plutôt que de regarder une infestation naturelle, on va faire une infestation expérimentale sur les jeunes béliers des centres d'IA, basés sur deux infestations successives, donc avec Hemmonchus contortus, et puis un suivi sur 3 mois des béliers. Et ce qu'ils ont mis en place, c'est en gros, la première infestation, elle permet de mettre en place une réponse immunitaire. Les béliers sont traités pour plus avoir de strongles. Et puis, en gros, 1 mois après, il y a une seconde infestation. Et c'est là qu'on mesure la résistance du bélier et en fait, l'efficacité de cette résistance. Et là, dans leur dispositif, ils arrivent à des héritabilités qui sont des héritabilités proches de celles du lait, voire meilleures que celles du lait. On est à 0,30, 0,34. Donc, en basco-béarnais, avec 254 béliers phénotypés, ils étaient à 0,3, en manèche à 0,34. Donc, des héritabilités qui sont vraiment, vraiment bonnes et qui permettent demain de pouvoir sélectionner sur le caractère. Et alors, la mesure expérimentale, elle est intéressante. On se dit les béliers sont résistants, ou en tout cas, on peut mesurer une résistance, mais est-ce que finalement, quand les béliers, il y a des filles et qu'elles sont mises en conditions naturelles, est-ce que c'est les mêmes mécanismes qui s'opèrent chez les filles? Donc, on va regarder la transmission du caractère. Et ils sont allés mesurer en élevage, en fait, les OPG, donc les taux d'œufs, des filles de bélier extrêmement résistants et extrêmement sensibles. Donc, ils ont pris les meilleurs, les plus mauvais sur le challenge, et puis ils ont regardé les filles qui étaient réparties dans les élevages. Et après cette étude, ils ont vu que les brebis issues de béliers résistants ont 30 à 70% d'œufs en moins dans les fesses que les brebis issues de béliers sensibles. Donc aujourd'hui, il y a une indexation sur les béliers, notamment en manèche en basco-béarnais. Ils ont intégré ce caractère dans leur programme de sélection. Donc sur les brebis des Pyrénées-Atlantiques, ce caractère, il est maintenant pris en compte dans l'objectif de sélection en tant que tel, grâce à ce dispositif expérimental. Alors, on n'aime pas infester nos jeunes animaux parce que après, il va falloir qu'ils produisent de la semence, mais c'est un dispositif qui paraissait vraiment intéressant. Donc, on a essayé de déposer le dossier à plusieurs endroits, notamment au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, mais on n'avait pas réussi à trouver l'appel à projet. Et donc, on a réussi, après plusieurs essais, à avoir un programme de recherche financé par Apigène sur la base du protocole ovin. Et ce programme, c'était PACAP, et il associe l'INRAE, l'Institut de l'élevage, et Touraine Conseil Élevage pour aller voir les filles en ferme, parce que Touraine Conseil Élevage avait un programme au niveau de la région centre sur ce caractère-là. Alors bien sûr, il y a plein de travaux sur la conduite technique dans le cadre de plusieurs programmes. Et puis, il y avait une première étude, une première infestation sur des chèvres laitières à l'INRA
qui présentait une variabilité de réponse importante, et puis les chèvres avaient plutôt pas mal supporté l'infestation. Donc on s'est dit, ben, on peut peut-être tenter sur nos jeunes boucs du centre. Donc, on a un programme qui s'appelle TEPACAP. Alors, merci à Isabelle et à Virginie pour l'acronyme. En général, nos collègues sont assez forts sur les acronymes, hein. C'est un programme qui va être en 2020-2022 et qui va sûrement se poursuivre un peu après parce qu'on a pris un tout petit peu de retard. Et l'enjeu du programme, c'est de tester une infestation sur les jeunes boucs du programme de sélection, donc une quarantaine de boucs alpins ou saanen. On a regardé leur impact sur la croissance, sur la santé, sur la production de semences. Parce qu'il ne faudrait pas que quand on les infeste, on n'arrive plus à produire de la semence. Et puis on a testé l'infestation sur des boucs adultes en fin de production de semences pour voir ce que ça pouvait donner. Et on a mesuré à la fois l'hématocrite et puis l'intensité d'excrétion des œufs. Alors, le test qui a été mis en place, il a été mis en place par l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Alors, il ressemble beaucoup à celui des ovins, hein. On a une première infestation avec pas mal de larves, hein, 3500 larves d'Haemoncus contortus. On fait des copros et puis on regarde des copros individuels, en gros, juste avant le traitement anthelmintique. Donc, on a une première réponse des animaux. Et puis, une quinzaine de jours après, on les réinfeste, cette fois avec 5000 larves. Et un mois après, on refait des copros et on regarde les résultats. Alors, les premiers résultats qu'on a obtenus, en fait, où on a été surpris, c'est que les niveaux moyens d'œufs par gramme de fesses, ils sont inférieurs sur la seconde infestation que sur la première. Et ça, on ne s'attendait pas tout à fait à ça. Par contre, ce qui est chouette, c'est qu'il y a une énorme variabilité entre individus. Donc l'écart type, c'est la moitié de la moyenne. Ça fait vraiment un écart type, c'est les petites barres que vous avez qui est importante. Et puis on a des trajectoires de boucs, alors des boucs qui sont hauts qui deviennent bas, des boucs qui sont bas qui deviennent hauts, des boucs moyens qui restent moyens, qui sont hyper variables. Et donc, ça veut dire que la réponse, elle n'est pas la même entre les animaux. Et puis au niveau de l'hématocrite, on a des niveaux d'hématocrite qui baissent, ça veut dire que les vers hématophages, ils ont commencé à pomper un peu de sang, mais ça reste élevé. Donc ça fait que les boucs, ils restent en bonne santé. Et nous, on le confirme, on n'a pas vu beaucoup d'impact sur le poids des animaux, on n'a pas eu d'impact sur la production de semences en termes de quantité et de qualité. Sur les boucs adultes, vraiment rien. Sur les jeunes, on n'a pas encore beaucoup de résultats, donc il faudra en faire un peu plus. Et on confirme, alors à la fois sur les fesses, à la fois sur l'hématocrite, qu'il y a une forte variabilité. Donc ça aussi, c'est vachement intéressant. Donc on a décidé de continuer à phénotyper les autres boucs du centre. Donc là, il y a des animaux qui sont en train d'être infestés. Et puis les jeunes qu'on a rentrés il y a 15 jours, là, il y a un programme d'infestation qui est en cours sur quelques-uns. Parce que ces premiers résultats étaient vraiment encourageants pour nous. C'est que les boucs restent en bonne santé. Alors, on a un suivi vétérinaire très régulier sur ces animaux-là. On n'a pas eu d'impact sur le poids, pas d'impact sur la production de semences, que ce soit sur les jeunes ou des adultes. Donc, en gros, tous les feux sont verts, que ce soit sur les jeunes ou les adultes. Alors, les adultes, ça pose vraiment pas de problème. Les jeunes, on est toujours plus inquiets parce que ils arrivent avec des poids différents, ils viennent d'élevages différents, donc ils ont eu des conduites d'élevage qui sont pas les mêmes. Et quelque part, on ne veut pas que ce dispositif de test nous perturbe leur croissance qui est importante après pour exprimer la production de semences. Alors, ce qu'on a décidé, c'est que là, on va avoir plus d'animaux qui vont être génotypés, en tout cas phénotypés. Ils sont tous génotypés puisque c'est les mâles du centre. Et l'INRA et l'Institut vont regarder de la variabilité phénotypique, puis essayer de mesurer quelle est la composante génétique de ce caractère.
Ça, c'est prévu plutôt fin 2022 quand on aura un échantillon un peu plus important. Et puis en 2022-2023, on va avoir des figues de ces boucs qui ont été, testées dans des élevages pâturants pour voir si finalement on a une différence de performance des figues entre les deux groupes de boucs dans des élevages plutôt de la région centre. Et puis on va aussi solliciter l'élevage des verrines au niveau de Patu-Chèvre et de Lusignan. Donc, on va regarder bien sûr l'excrétion des œufs, les caractères laitiers, les cellules somatiques, la fertilité, puis on va faire de l'hématocrite sur quelques-uns. Et tout ça, c'est pour mettre en place demain une évaluation génomique sur les boucs d'IA et essayer de voir si on peut faire une évaluation génomique sans avoir besoin de phénotyper les animaux. Pour proposer des boucs résistants, notamment aux élevages pâturants. Donc voilà, on se met en route. Il y a encore un peu de boulot avant d'avoir des boucs, de proposer des boucs résistants, mais le programme est en cours et les premiers résultats sont plutôt très encourageants. J'en ai fini. Merci beaucoup, Pierre. Je pense que là, tu ouvres des perspectives pour les éleveurs qui font du pâturage et les chercheurs et techniciens qui les accompagnent. Alors, ce sera forcément de la génétique avec des pratiques d'élevage, parce que vous savez bien, la génétique seule, elle fait pas tout. Il faut se mettre dans des conditions favorables. Oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nos collègues de l'INRA ou des structures de développement et des laiteries travaillent également, et ça ira de pair avec, tu as raison de le préciser. Tu évoquais la perspective de travailler avec l'INRA de Lusignan. Hugues Kaya fait partie des participants ce matin. Je pense que ça peut être une question, effectivement. Non, mais c'est déjà fait. Hugues est dans le dispositif, il le connaît et le troupeau sera support. D'accord. Je vois pas de questions pour l'instant sur ta présentation, même si, je le redis, il y a des éleveurs qui pâturent, là, qui sont présents, ou des techniciens qui accompagnent également. Irritabilité, tu supposes qu'on va tomber sur quelle irritabilité potentiellement là sur le. J'ose pas m'exprimer, j'en sais rien. Par contre, il y a de la variabilité, donc comme il y a de la variabilité, on aura une composante génétique. Moi, je vois pas pourquoi on serait si loin que ça de l'irritabilité en ovin. Donc, imaginez un truc à 0,20, ça m'apparaîtrait pas complètement dingue. Les premiers résultats des Suisses en mesure d'irritabilité avec de l'infestation naturelle, donc ils n'avaient pas un dispositif incroyablement puissant pour mesurer l'irritabilité, ils sont quand même déjà à 0,10. Donc un 0,20 paraît pas inenvisageable. Mais on a toujours des surprises en caprin. Et horizon, les éleveurs peuvent rêver de cette utilisation à quel horizon d'après toi? J'en sais rien. 3, 4 ans, au moins, alors pas forcément une orientation du programme de sélection encore sur ce caractère, mais avoir un indicateur en face du bouc pour mettre une petite étoile qui dit bouc conseillé pâturage parce qu'il est résistant, ça m'apparaît envisageable à moyen terme d'ici 2-3 ans. Ouais, c'est assez rapide. Mais en fait, tout dépend si on veut aller sur, si on se dit simplement, on fait confiance à la performance sans avoir besoin d'un index machin, mais celui-là, il aura des filles qui produisent, qui résistent un peu mieux, c'est déjà un indicateur qu'on peut peut-être s'autoriser à diffuser. Souvent, alors en France, mais en tout cas dans nos modèles, on fait une répétition, une deuxième, une troisième, on veut être sûr, et quand on met sur et quand on diffuse, on a pris vraiment toutes les sécurités du monde. Peut-être que dans le cadre de ce programme, on peut déjà commencer à donner, on pourra peut-être donner quelques indicateurs qui seront moins précis qu'un index, qui seront moins puissants, mais qui aideront quand même à gérer ça. Bon, en tous les cas, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de sortie des animaux à l'extérieur, que ce soit en aire d'exercice ou au pâturage.
Le cahier des charges bio l'impose également. Je pense qu'il y a un intérêt certain pour ce travail génétique-là. Et ce sera, on a du mal sur l'aspect curatif avec les traitements, hein, où on a des résistances et tout. Donc forcément, ce sera très intéressant d'avoir cet outil dans la palette des éleveurs. Si je vois peut-être une question de Bernard Quinton. Il y a une question de Philippe Desmaisons qui voudrait qu'on lui reprécise la nuance entre les animaux résistants et les animaux résilients. En fait, l'animal résistant, il produit peu d'OPG. Donc finalement, il est infesté, mais il résiste et il ne relargue pas beaucoup d'OPG. Donc normalement, le taux de verre dans son organisme, il sera pas très important. L'animal résilient, c'est celui qui reste en bonne santé malgré l'infestation. Et la bonne santé, en fait, on le mesure par le taux d'hématocrite. Et je ne sais pas hein, quels seront les résultats si les deux notions vont de pair, si elles vont dans le même sens génétiquement. Ça j'attends vraiment, et on attend vraiment les résultats du programme pour nous aider à choisir quel est le meilleur indicateur, ou est-ce qu'il faudra combiner les deux dans notre finalement index de résistance. Alors la remarque de Bernard Quinton, donc d'Agrial, c'est parmi les éleveurs Agrial, quelques-uns seront intéressés en parallèle de leur choix génétique. Oui, je pense que ce sera une vraie demande pour les troupeaux pâturants. Alors je leur dirai tout à l'heure, mais d'ailleurs on va faire notre prochain comité technique sera très probablement sur la question du pâturage et de la sortie des animaux, donc il y aura un lien avec l'information que tu nous passes là ce matin. Ok. Eh bien encore merci Pierre. Je vous propose qu'on passe à la présentation suivante, donc qui va nous être faite par Mathieu Arnal.